Salut à tous et à toutes. Ici, on se retrouve pour la dernière partie de La vie augmente, dernière partie du premier épisode du microscope. Ici, donc, La vie augmente volume 3 de Isha. Ça va être un épisode, à mon avis, qui, j'espère, ne sera pas trop long, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Maintenant, c'est clairement le projet le plus abouti, selon moi, d'Isha. En tout cas, c'est celui qui m'a le plus plu, qui avait le plus de sonorité et de prod intéressantes. Et alors surtout, je dirais les sept premiers sons, dont le premier on va écouter qui a une prod absolument géniale, Durag. Je vous mets le premier son. Et dire qu'on voulait m'envoyer chez le logopède parce que je confondais les R avec les S. Je la trouve bonne mais je veux qu'elle se cambre un peu mieux. Essaie de toucher tes fesses avec tes tresses. Les journalistes à 2 balles qui tiennent des propos grotesques. Avant qu'on devienne à la mode, t'écoutais Tokyo Hotel. Voilà, voilà, hein, premier couplet. Prod de Eazy-Doo, encore une fois. Qu'est-ce que j'aime les prods de ce mec. Ici, vraiment, encore une fois, j'en parlais dans la vidéo ici que j'allais revenir plus en profondeur dessus. La ligne, les journalistes à 2 balles qui tiennent des propos grotesques avant qu'on devienne à la mode d'écouter Tokyo Hotel. Il lance une énorme pique. C'était dans une interview pour Aloha News, euh, que je vous conseille aussi d'aller voir. C'est une interview qui est peut-être un peu moins bien que celle sur Checkmag, mais que je trouve plutôt sympathique. Où là, il parlait de certains journalistes qui arrivent avec vraiment un manque de culture et ils essayent de parler de choses qu'ils connaissent pas. Et alors, il va citer aussi il va citer des journalistes comme Tonton Marcel, etc., qui se battent pour la culture rap en France, du coup. Et au moment de la sortie du premier extrait, donc Dourag, il était quand même. Isha, il est là depuis longtemps dans la scène rap, mine de rien. Parce qu'on le connaît depuis pas très très longtemps, mais il est là depuis 2008, même avant 2008. Mais je veux dire, son premier album date de 2008, et je veux dire, c'est son premier vrai album studio, donc je veux dire, il est quand même là depuis un moment, quoi. Il est là depuis, à mon avis, un bon 2005, 2004, 2005. Et je veux dire, il expliquait qu'il a gagné en popularité que depuis 2018, et grâce à son featuring donc, avec Giorgio, que j'avais expliqué, hein, euh, donc il y a 10 ans, en 2008, quand il a sorti son premier projet Vas-y chante, donc à l'époque il se faisait appeler Pacemaker et il avait zéro couverture médiatique. Ça veut dire que c'était à la même époque, la même année, où il y a le groupe allemand Tokyo Hotel qui avait fait une énorme première tournée mondiale où ils avaient joué dans les stades à Paris, au Dôme de Marseille, etc., au Parc des Princes. Et alors, et il va revenir donc sur les booms musicaux, un peu Isha ici, dans cette interview où il expliquait, il envoyait une pique aux journalistes qui ne s'intéresseront qu'aux phénomènes de mode au lieu de s'intéresser aux choses durables et aux choses qui sont vraiment intéressantes. Et alors, il explique, allez, dans une autre interview qui s'appelle l'interview carré, hein, sur Bouscapé, il expliquait que c'était un morceau où c'était vraiment des petits tableaux et à chaque phrase il y a un sujet. Et ça, c'est ce que je trouve hyper intéressant chez Isha, c'est que soit c'est des sons avec un sujet précis, mais ils s'étalent pas sur 30 sujets différents, ou bien alors c'est des sons où ils s'attardent pas sur un sujet plus que l'autre. C'est vraiment, ils te lâchent des pics, ils te lâchent des punchlines sur plein de sujets différents, mais ça donne au final quelque chose d'assez homogène et quelque chose qui parfois, bon, je n'aime pas tous ces sons, je pense que j'aime la majorité en tout cas. Mais voilà, comme il explique ici, dans le refrain, je n'ai confiance qu'en l'élasticité du Dourag. Alors, bon, là, il y a deux hypothèses que j'avais lues. Soit Isha, il a confiance en rien, ni personne, sauf en l'élasticité du Dourag. Donc, c'est un fait, quoi. Il dit qu'il a confiance qu'au fait, peut-être.
Et alors, peut-être que la deuxième hypothèse, ça représenterait l'extension que ce sont des personnes qui lui sont un peu similaires. Et dans ce sens, bah, le Durac, ce serait le signe distinctif des Afro-Américains des années 30, etc. Donc en gros, ça signifierait qu'il n'a confiance qu'en les Noirs. Mais je ne suis pas trop sûr. Pour moi, je suis plus pour la première hypothèse parce que j'ai pas vu dans les interviews qui prenaient vraiment position là-dessus. Donc moi, je serais plus pour la première hypothèse. Mais sinon, alors là, la, dans le couplet 4, il disait 2019, les savants ne vont plus parler, les ignorants du net attrapent le démon du clavier. Il fait là, dans la même interview pour Bouscapé, là, il revenait là-dessus, où il disait que, allez, il disait qu'il fallait faire le tri entre les gens qui savent et il voulait, allez, il avait l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont ignorantes et qui donnent leur avis sur tout sans avoir vraiment une vraie connaissance sur le sujet. Tout le monde a le droit de donner son avis, là n'est pas le souci, mais il y a beaucoup de gens qui se permettent de donner un jugement sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas la maîtrise. Donc, tu as le droit de donner un jugement, mais je veux dire, quand tu n'as pas la maîtrise du sujet, c'est un peu compliqué d'être complètement subjectif, c'est-à-dire de pouvoir donner, parce que d'être objectif, pardon. Parce que là, tu donnes un avis très subjectif parce que c'est ton avis, c'est ce que tu penses, mais tu n'as pas de connaissances sur le sujet. C'est ça qu'il voulait dire, à mon avis. Donc, et il expliquait donc les dérives des réseaux sociaux avec les fake news, etc. Hein, avec les personnes qui vérifient pas grand-chose sur Internet, qui vont retweeter des choses qui sont fausses sans vérifier les sources. Euh, allez, ici, il parle aussi dans le cinquième couplet, il dit si un frère se pointe avec une veste à 15 000 euros, d'abord on l'insulte et après on le frappe, viens pas frimer gros, il n'y a pas de ça chez nous. Il explique qu'avoir du style, etc., ça passe pas forcément par l'argent et que du coup, ils essayent d'avoir du style et de frimer sur le fait que ce sont des vestes qui sont hors de prix et tout ça, mais lui il explique que ça sert à rien, qu'ils vont se faire lyncher, etc., ça sert à rien, donc voilà, il explique ça. Euh, et alors ici, il y a une dernière line qui me fait assez rire parce qu'elle fait une référence à Medine. Enfin, je sais pas si c'est une référence à Medine, mais dans le titre Grand Pareil qui disait la banlieue influence Paname, Paname influence le monde, où il disait trop de talent ici, Isha dit trop de talent dans mon ghetto, les nouveaux Pablo Picasso. Il va expliquer donc les ghettos, donc les lieux, ça ce sont des lieux qui regorgent de talents, qui vont jamais être reconnus parce qu'on leur laisse pas l'occasion de s'exprimer. Et alors, il disait, pour lui, le ghetto, c'est vraiment un énorme vivier de création et d'inspiration. Donc, il a vraiment pas tort sur ce sujet-là. Je trouve qu'on ne donne pas assez d'importance à ce sujet non plus. Je pense que c'est tout pour le premier son et on va passer au deuxième qui s'appelle Bad Boy, produit par ici Twin 22, Sim Easy, BBL et La Mielerie. Là. C'est une prod, elle est géniale, avec le feat de Green Montana, que je vous en avais parlé. Je vais mettre un peu plus loin, voilà. Il faut du temps, ça fera effet, ça paraît simple, je fais pas exprès, je suis noir et humble, t'es noir et fier, moi j'ai besoin d'un aller simple, et on me dit, tout est écrit, qui va m'éteindre, ce sera mes frères, les chansons restent éternellement, mais l'homme part en un éclair. Voilà, ici j'ai mis un peu du deuxième couplet parce que c'est le couplet le plus intéressant et le refrain évidemment que je trouve vraiment génial. Euh, Ici, dans le son Bad Boy donc, de Isha, hein, je trouve donc il y a une référence au film Bad Boys avec Will Smith hein, et avec Bad Boy What You Gonna Do. C'est vraiment la référence au film, hein, c'est la phrase qui est sortie dans le film. Et alors dans le deuxième couplet, il dit, il faut du temps, ça fera effet, ça paraît simple, je fais pas exprès. Je suis noir et humble, t'es noir et fier. Moi j'ai besoin d'un aller simple. Là en gros, là c'est dans la même interview de Bouscapé, il faut vraiment aller la voir celle-là. Il est revenu donc ici dessus, où il explique il est extrêmement pessimiste et que son pessimisme va souvent prendre le dessus sur le reste, sur le reste et malgré le fait qu'il ait une réussite
qui est artistique maintenant, il a du mal à voir les bons côtés qu'a sa musique. Et, euh, et dans la deuxième partie, allez, il se questionne en fait sur le fait d'être fier d'une chose qu'on n'a pas choisie, donc notamment sa couleur de peau. Alors il dit, pour lui, il faut avoir de la fierté pour quelque chose pour lequel on s'est battu, pour avoir une médaille, un boulot, etc. Il y a de quoi être fier. Mais alors, l'aller simple qu'il évoque ici, ça exprime son envie de changer d'air. Il expliquait depuis la première partie, donc LVA1, il avait envie de partir de tout ça, quoi. Il avait envie allez, que tout ça le saoulait, et d'où le saoule encore maintenant. Donc ça, c'est la partie intéressante du son ici. Il dit ouais, l'amitié c'est mieux, donc les copains d'abord. Je pense que c'est une petite référence à Georges Brassens, mais je suis pas sûr que c'est une référence à Georges Brassens, mais je sais pas pourquoi. Les copains d'abord, ça me fait penser à ça. Euh, et sinon, c'est tout, mais je vous mets vite fait la fin. La fin de l'instru, elle est folle. Quand on était petit peu, quand on était plusieurs, ils ont voulu nous faire ouais, toujours plus près. Je sais que tu le sais, c'est pire quand tu le sais. On a tous peur, on a même plus peur. Couteau dans le cœur, c'était plus simple quand on était petit peu, quand on était plein. Je veux les éteindre, ils ont voulu me faire, ils ont voulu me faire. Sans que je t'étale, je sais que tu le sais, c'est que ton cul me plaît. Ouais, si là. Enfin bref, ce son, c'est un de mes préférés de l'album. Avec le prochain, feat PLK, Tradition. Là, c'est un son, c'est trop simple. Ça parle de tradition du rap français, c'est simple, hein. Ils disent, même s'ils sont pas du même pays, hein, PLK, banlieue parisienne, Ija, Bruxelles, il dit, je vais prendre pour le meilleur exemple ici, c'est le couplet de PLK. Il dit même section, même blême, même couleur, même bled, même taspé, même traître, même plaquette, même checks. Grandi dans la même rue, de l'école à détenu, fumé sur le même niaque, en rêvant des mêmes tubes. Les mêmes écoles, mêmes profs, même jugement, même proc, mêmes équipes, mêmes potes, même bat et même bloc. Toujours dans les mêmes pros, traîner dans les mêmes gars, raqueter les mêmes Joe, même saoul, drague les mêmes femmes. Peut-être même mettre une petite partie, hein, ça coûte rien. Peut-être aussi parler de la prod, qui est pas mal du tout, hein. Prod de JC. Ça, hein. J7C. Ouais, je pense, je sais pas comment ça se prononce, mais je pense que c'est ça. Je donne ça pour Yeah. Je donne ça pour mes frères, même famille, même S, même whisky, même bière. À chaque anniversaire, même kaki en fait, il fait un peu le couplet de PLK. Même checkson, même blême, même couleur, même bled, même aspect, même traître, même plaquette, même checks. Grandi dans la même rue, de l'école à détenu, fumé sur les mêmes niaques, en rêvant des mêmes thunes, les mêmes écoles, même profs, même jugement, même proc, même équipe, même pote, même pas de même bloc, toujours dans les blêmes pro, traîner dans les mêmes gares, raqueter les mêmes Joe. Enfin, le son a toujours le refrain et puis le couplet de Pelika, il a un très bon flow, je trouve, sur ce son. Bah, d'ailleurs, Pelika, je pense que vous connaissez dans l'ensemble, hein, surtout ces deux derniers albums avec Polak et son dernier Mental. Mental qui est un. Je pense que c'était Mental, hein. Je sais plus. Pas dire de conneries. Je pense que c'était Mental, hein. Ouais, c'était Mental, je me suis pas trompé. Ça, c'était C'était clairement ses deux meilleurs projets. Il fait que s'améliorer, donc ça m'étonne pas trop de le voir ici. Et c'est un très très bon son aussi, hein. Ça parle vraiment, encore une fois, hein, il garde les mêmes traditions, il change pas, hein. Je pense que c'est le maître mot de l'ensemble de ces trois projets, hein. C'est le fait qu'il compte pas changer sa façon d'être allez, parce qu'il a succès, qu'il va commencer à ascétiser ses paroles, à devenir plus grand public. Il est très sec dans ses paroles et je pense qu'il va toujours le rester. Et on va le passer au quatrième son. Clairement le meilleur pour moi de l'album, avec celui qui suit, Les Magiciens. Voilà. Et la prod
Encore une fois, là, je trouve meilleur album au niveau des prods, c'est celui-là. Avec une prod de Catch Squad, donc la Catch Squad qui a fait souvent des prods, du coup Popelka aussi. Le feu est sorti de leur bateau, sur la plage le sang a coulé. Ils ont pris l'or et les diamants, ils ont laissé le livre magique. Tous ceux qui les ont vus de près disent que leurs yeux ont la couleur du ciel. Ils portaient tous à notre mort, attachés à une croix de fer. Les magiciens, c'est des magiciens. Les magiciens, les magiciens, les magiciens, oh les magiciens. Voilà, ici, c'est un morceau où il va évoquer la colonisation du Congo, encore une fois, mais là, c'est vu du point de vue de ses ancêtres, qui ont subi l'arrivée des Belges hein, à la fin du 19e siècle. Hein. Et donc, il va aborder des sujets qui sont un peu liés aux colons, donc avec la violence, le fait qu'on ait forcé les gens là-bas à se convertir au christianisme, le viol, la vengeance. Et là, dans l'interview pour Aloha News, là, il va expliquer, donc, enfin, comme je vous expliquais tout à l'heure dans l'ancienne vidéo ici, où il disait, quand tu vois l'attachement que le colonisé a pour la culture du colon, ça relève de la magie, c'est pour ça qu'ils les appellent les magiciens. Et alors, il dit, ils sont, c'est fort ce qu'ils ont fait. Et donc, ici, c'est assez intéressant, je trouve, enfin, je veux dire, notamment le texte et le son est très important, je trouve, surtout dans la période où on se trouve maintenant, c'est assez fou. Ici, il dit pourquoi nos mères accouchent d'enfants qui n'ont pas la même couleur que nous, rapport au viol qu'il y a eu pendant les colonisations, du fait qu'il y a eu des enfants métissés, du coup, à cause de ça, hein, le fait à cause des femmes qui se faisaient violer par les Européens, etc. Allez, il dit pourquoi ce vieil homme crie? On lui a coupé la main, maintenant il pleure pour qu'elle repousse. En fait, j'ai l'impression que c'est vu de la manière vu comme si il était à la place de ses ancêtres, mais j'ai l'impression aussi que c'est vu de la part d'un enfant un peu aussi. Tu vois, un peu quand tu parles de magicien, ça peut être un peu vu par les yeux émerveillés d'un enfant. Il voit des magiciens, peut-être, ça peut être ce genre de truc. Et pour cette ligne ici, pourquoi ce vieil homme crie? On lui a coupé la main, maintenant il pleure pour qu'elle repousse. Allez, il a expliqué, hein, c'est pendant l'occupation de Léopold II, hein, l'armée avait reçu pour ordre de terrifier, de soumettre la population, et du coup, il estimait que les colonisés n'étaient pas assez assouvis, alors il envoyait les troupes pour tuer des villageois, il demandait aux soldats de ramener une main humaine par habitant, etc. C'est assez. Il faut que vous regardiez certains documentaires qui parlent de la qui parlent de la colonisation du Congo, c'est assez impressionnant. Et ça montre bien l'horreur de la situation. Et qui montre un peu tout le décalage qu'il y a entre le refrain et les couplets qui montrent toutes les horreurs qu'il y a eu. Et le fait que malgré tout ça, on continue à les considérer qu'il y a une admiration, quoi. C'est assez fou. Et je pense que c'est ce qu'il y avait à retenir de principal. Je vous conseille vraiment d'aller écouter ce son, il est très important. Et on va passer au cinquième son qui s'appelle Magma. Très bonne prod ici, encore une fois, hein, de King Doudou. Il y a beaucoup de producteurs différents. Je trouve ça une vraie variété à l'album. Et la prod ici est particulièrement réussie. Posé au feu rouge, regarde un pote qui parle tout seul. Élevé à la dure, même pour nos meufs, y'a pas de douceur. J'enlève même pas ma veste, quand je prends le micro, je sais qu'on blague pas. Connu dans tout le secteur, jamais attaqué pour plagiat. On avait déjà pigé tout ce que tu captes en ce moment. Au fond, je suis comme tout le monde, je fais mon taf en me droguant. Les hommes deviennent poussière, la glace me brûler comme le magma. Le refrain est très efficace, hein. Et alors, il y a une il y a de ces il y a une antithèse qui est géniale avec les hommes deviennent poussière, la glace peut brûler comme le magma. Il y a ça va évoquer donc des paradoxes, il y a des déviances de langage, des croyances, etc. qui va opposer donc avec une antithèse qui va opposer deux symboliques qui sont donc extrêmes, hein, donc du froid et de la chaleur avec la glace et le magma. Donc en gros, il explique que la glace peut au toucher, quand on touche une glace, elle peut donner une sensation de brûlure.
Et alors, la position de cette phrase-là, juste après les hommes deviennent poussière, ça ramène les choses à une essence qui est vraiment physique. Et on oublierait qu'on n'est que des miettes de poussière dans l'univers, en fait, pour rassembler pour former un ensemble qui peut perdre forme, comme le magma. C'est fou quand même. Je trouve c'est juste deux mots, et alors tu as une signification énorme qui est derrière. Faut vraiment aller voir les analyses qu'il y a sur Genius, qui sont vraiment hyper intéressantes, avec vraiment des vraies explications. Il faut vraiment aller voir. Et encore une fois, il fait une petite référence, donc en disant je prends plus de covoiturage près de la tour où habitait Bruno, où il fait une référence au morceau de Mahamai, hein, du volume 2, hein, que désormais il avait changé de moyen de locomotion, que maintenant il prenait plus de covoiturage. Et alors, ici, mais près de la tour où habitait Bruno. Bruno, je ne sais pas à qui fait référence. Mais voilà. Encore une fois, le son est vachement réussi. Il y a vraiment très peu de sons achetés dans cet album. Je pense qu'il y a vraiment peut-être que Boulot et Baobab qui m'ont pas trop convaincu. Mais on va passer au son numéro 6 qui s'appelle Chaud devant. Un prod de J'ai Dicky patienté, Weezer. j'ai attendu, les gros ils mettent trop de temps, une grosse poitrine et un gros cul, c'est chaud derrière, c'est chaud devant. Ici, bah, il dit, là, c'est- celui-là, il est assez fou, le premier couplet, hein. Ok, tu sais, je vais rapper, mon ghetto, je vais pas le salir. Papa, jamais je me moquerai de ceux qui n'ont pas un radis. Là, il explique bien, c'est une pique, peut-être, au fait que certains rappeurs qui ont tendance à se moquer de ceux qui sont plus pauvres, une fois qu'ils ont vraiment atteint une notoriété, enfin, un certain niveau de notoriété, qu'ils ont vraiment généré énormément d'argent avec leurs morceaux, ils affichent vraiment un mépris pour les personnes qui vivent dans le ghetto alors qu'ils ont vécu dedans avant. Ils affichent vraiment un mépris face à leur origine, en fait, et c'est assez fou, et lui, il comprend pas ça. Il a eu, du coup, encore sur une interview d'Aloha News, où il expliquait allez, que pour lui, son père, c'est vraiment une source d'inspiration. Et avec sur le projet précédent avec MP2M, il avait dévoilé un morceau que il va aussi citer son père dans le morceau juste après Idol dans le feat avec Dinos, très bon son aussi d'ailleurs. Et ici, il expliquait qu'aujourd'hui, il se rendait compte qu'il a eu pas mal de chance au final avec l'amour de sa père, mais avec l'amour de sa mère, mais que malheureusement, ben, son père lui manque et que allez, on retrouve énormément son père dans ses morceaux, vu que c'est vraiment son inspiration, son exemple de sagesse. Donc ça l'inspire vraiment à garder une vraie humilité et vraiment à pas oublier ses racines. Et du coup, malgré le fait qu'il ait un changement de condition, vu qu'il a quand même un certain succès, ben, allez, il va d'ailleurs le rappeler sur un autre titre qui s'appelle Définition d'un objet, qui est, je pense, celui-là, il date de quand? Ah oui, celui-là, c'est sur la mixtape Tueur avec, où il y avait Damso, etc. Où là, il rappelait quelque chose qui était assez marrant. Attendez, voilà, c'est ça. Il disait je revois mon père sur l'île mort, pardonne-moi si j'ai les crocs, c'était un secret pour personne, tant le quartier sait qu'il était pauvre. Encore une fois, il fait vraiment référence aux origines très modestes qu'il avait. Et au final, il se rend compte de la chance qu'il a maintenant et qu'il ne se voit pas renier ses origines parce qu'il a du succès et il trouve ça stupide. Donc je trouve que c'est beaucoup d'humilité, c'est très humble de sa part et je trouve vraiment ça génial. Euh, et alors, encore une fois, je n'oublie pas d'où je viens, mais je m'en irai pour de bon. On dit que c'est une course de fond, je sais que c'est pas un rallye. Là, il oppose donc la course de fond qui exige de l'endurance avec un rallye qui est une course qui est vraiment effrénée. La course effrénée au succès, pour lui, c'est plutôt une course de fond. Pour lui, c'était un marathon parce que ça a duré longtemps, ça a duré 15 ans quand même. Et il le rappelle avec une certaine métaphore
qui est plutôt assez sympa. C'est une métaphore filée qui il rappelle que c'est important de savoir garder un objectif en vue, hein, pour son objectif principal, rester déterminé et préférer vivre une vie où on évolue petit à petit plutôt qu'une vie où allez, on prend énormément de risques, etc. Et alors, c'est aussi une certaine référence à la phase de Pete Bacardi dans le morceau de Neg Marron, On fait les choses. Il disait le rap, c'est pas un moyen, pas une fin, ni un sprint, mais une course de fond, hein, comme il disait. C'est vraiment ça. Et alors, ben, comme il disait, la vie augmente pour de bon, ouais, et je suis violent sur ce son. Comme il disait, hein, grâce à ces trois projets, maintenant il peut confirmer sa nouvelle vie et son nouveau succès, hein, et il a une certaine richesse, donc c'est vraiment le début d'une certaine richesse. Allez, tous les titres de ces EP, c'était choisi initialement en référence au film La vie est belle, en hommage à son oncle qu'il avait réalisé, qui s'appelle, alors je sais pas le prononcer, Ngangura Dieudonné Moïse. Et ça lui a permis d'écrire en trois projets vraiment l'évolution de sa vie. Et je trouve qu'il l'a fait magistralement bien. Et il l'a fait vraiment. Même s'il a gardé la même ligne directrice, la même direction artistique à chaque fois, donc le même franc-parler, il a eu une évolution dans sa manière de choisir ses prods. C'est-à-dire que je trouve qu'il a quand même bien évolué dans sa manière de poser sur les prods. Il a une voix tellement atypique que tu la reconnais. Pour moi, en tout cas, j'étais obligé de kiffer. C'était trop bien. Et je pense d'ailleurs pour le reste des morceaux, on va passer sur une conclusion. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Les trois autres morceaux, je vous conseille d'aller les écouter, dont notamment petite référence au numéro 7 et au numéro 9 et 10. Donc Idole, Coco et Décorer les murs, fit Sofiane Pamar. Sofiane Pamar qui est un pianiste vraiment de génie. Je vous conseille d'aller écouter ce dernier son qui a vraiment une prod géniale. Et on va passer vite fait sur une conclusion pour vous dire un peu ce que j'ai pensé des trois projets en général et de l'influence que ça a eu sur moi en tout cas. C'est trois projets qui me tiennent vraiment à cœur parce que vraiment c'est un des rappeurs pour lequel j'ai le plus d'empathie et pour lequel j'ai développé énormément d'affect. Je veux dire, parce que ces textes, malgré le fait que je n'ai pas vraiment vécu la même chose, c'est clair, hein, j'ai pas vécu dans un milieu pareil, mon enfance en tout cas, et malgré ça, j'ai réussi à me reconnaître dans pas mal de sons, et j'ai réussi à m'identifier et à avoir énormément d'empathie pour le personnage, et aussi il faut parler rapidement allez, du design de la pochette de trois albums. On voit une évolution à chaque fois. Et quand il parle de La vie augmente, c'est vraiment ça. Il a eu une vraie évolution en espace de 3 ans qui est phénoménale. Il n'est pas encore si connu que ça. Il a seulement, quand je dis seulement, c'est déjà pas mal, hein. Il a 300 000 écoutes par mois. Alors qu'en 2008, il avait très peu de reconnaissance. Il n'avait aucune reconnaissance médiatique. Et c'est seulement maintenant qu'on commence à s'intéresser à lui. Et malgré le tourbillon de la célébrité qui va commencer à arriver sur lui, il garde une certaine humilité que je trouve vraiment admirable. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter Dans mon élément, Club sur la Lune, quand même, notamment le son ailleurs de Bakary, qui est un autre rappeur ivoirien, si je ne me trompe pas, qui est vraiment beaucoup moins connu qu'Isha encore. Et on se rend compte qu'Isha commence à avoir une vraie influence, notamment sur Green Montana aussi, hein, qui commence à devenir petit à petit. Je dis pas qu'il est extrêmement connu, mais il commence à devenir de plus en plus connu. Et je trouve ça génial. C'est deux rappeurs qui vont commencer à vraiment exploser. Et c'est vraiment génial. Et il faut vraiment encourager ça. Il y a d'autres rappeurs, enfin d'autres artistes qui sont pas assez connus, je trouve, notamment à Bruxelles, hein, je peux vous en citer un que j'écoute souvent, Moka Boka, qui commence à avoir une petite notoriété, mais
que je trouve qu'on n'écoute pas assez. Le gars est génial, il a un vrai style hein, aussi, je vous conseille, enfin Moka Boka. Je vous mettrai peut-être ça en description, certains artistes que j'écoute qui ne sont pas assez connus selon moi. Et je vous annonce dès maintenant que le prochain épisode sera donc, comme je l'avais expliqué, hein, j'ai choisi que ce sera sur Scylla, avec Sofiane Pamar, les épisodes Pleine Lune et Pleine Lune 2. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces 3 premières vidéos du microscope. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. J'y répondrai évidemment. On pourra avoir un petit débat sur ce que vous avez pensé, ce que je dois améliorer. Je sais qu'il y a des choses à améliorer. J'ai essayé de réduire le temps de vidéo. J'ai réussi à atteindre les 30 minutes. Donc je suis assez content. Je pense que j'étais plus succinct que sur les autres vidéos. Donc si ça vous a plu en tout cas, franchement, n'hésitez pas même à partager la vidéo, même à l'envoyer à l'artiste, hein, on ne sait jamais, ça pourra toujours lui faire plaisir qu'on lui envoie un peu de force. Donc, bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Je sais toujours pas comment finir mes vidéos, c'est vraiment pas cool. Mais voilà, on va finir là-dessus et je vous souhaite, voilà, au revoir, hein, tout simplement. On va pas aller plus loin. À la prochaine.